Il est 19h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française dirigé par Christian Van Est, assisté de Stanislas, diffusé en direct mercredi 5 avril 2017 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 6 avril 2017 dans la matinée de 7h30 à 10h30. Vendredi 7 avril 2017 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Adrien. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Nous allons continuer cette émission qui est aujourd'hui consacrée à l'histoire. Le titre global de cette émission, je vous l'ai déjà dit, c'est l'histoire buissonnière, notamment parce que nous avions dans la première partie François Bousquet, l'auteur de La droite buissonnière, avec son jeu de mots évidemment sur le buisson, mais aussi sur Patrick Buisson. La première partie était consacrée au roman national, à la déconstruction du roman national et à la nécessité du roman national pour former les jeunes Français. Nous allons cette fois-ci aborder un autre versant de la question. Moi, je l'appelle plutôt l'histoire interdite, en quelque sorte. Parce que dans la première partie, on a évoqué tout ce qui est de l'ordre de la désinformation. Et effectivement, l'histoire peut être une information ou une désinformation. Et en l'occurrence, lorsqu'on se tourne vers l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a certains événements qui soit sont cachés, soit sont mal interprétés par défaut d'information, soit quelquefois par volonté de désinformer. Ça existe aussi. Et donc, dans cette seconde partie de l'émission, sont présents trois auteurs qui, tous les trois, se sont intéressés à des aspects de ce que j'appelle l'histoire interdite. Soit parce qu'on n'en parle pas assez, soit parce qu'on en parle mal. Alors, je vais peut-être commencer par le général Tauzin, qui est en face de moi, Didier Tauzin, qui, vous le savez, était l'un des responsables de l'intervention de l'armée française au Rwanda, et qui a écrit un ouvrage très fort, qui s'appelle « Je demande justice pour la France et ses soldats », dans la mesure où il pense que tout ce qu'on a dit sur cette guerre tribale entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda, qui souvent a permis de donner le mauvais rôle à la France et à ses alliés Hutus, le beau rôle au contraire au président Tutsi actuel, que c'est en grande partie faux, et que lorsqu'on a été sur le terrain, on peut avoir une vision tout à fait différente des choses. Jean Tauzin aura l'occasion d'en parler. Dans le même ordre de choses, Philippe Chenet, lui, s'est permis d'écrire un ouvrage qui est loin d'être un réquisitoire contre un personnage politique maudit, contre le monstre désigné par tous les journalistes comme étant véritablement le dictateur le plus horrible qu'on ait eu depuis Hitler. Je veux parler bien sûr du général Pinochet, donc qui a été président du Chili pendant quinzaine d'années, je crois à peu près, 15 ans, c'est bien ça, à la suite d'un coup d'État.
lorsqu'on se souvient de la manière dont les Français ont vécu le coup d'État du Chili et les années de Pinochet, effectivement, on se dit que le Chili, c'était quand même beaucoup plus grave, beaucoup plus dramatique que, par exemple, Cuba. Cuba, cette île, oui, où règne une famille de dictateurs bien sympathiques, au demeurant, qu'aiment beaucoup nos hommes politiques de gauche, d'ailleurs, puisqu'ils vont toujours leur tresser des couronnes. Et puis, bien sûr, beaucoup plus sympathique aussi que le Cambodge. Mais est-ce qu'on a parlé du Cambodge en termes aussi horribles que ceux qu'on a employés contre Pinochet? Je ne le pense pas. Là aussi, c'est intéressant de voir que on peut rectifier. Il se trouve que Philippe Chenet, pour des raisons professionnelles, était présent au Chili et a pu étudier cette question, a pu interroger les gens sur place, notamment a pu bien se rendre compte de l'ambiance qui régnait et a une vision tout à fait différente des choses. Et enfin, je terminerai par Hugues Kerali. Hugues de Blinière, de son nom de naissance, mais son nom d'écrivain c'est Hugues Kerali, donc qui est l'auteur de nombreux ouvrages, et qui notamment lui s'est intéressé à une histoire dont on a parlé récemment un peu plus parce qu'il y a un film qui est sorti. Bon, pour ceux qui sont amateurs de cinéma américain classique, ils avaient vu notamment le film de John Ford tiré du livre de Graham Greene, La puissance et la gloire, et donc avait une petite idée de ce qui s'était passé au Mexique à l'époque de Plutarco Calles, le président mexicain de l'époque, c'est-à-dire en fait la répression féroce qu'ont subi les catholiques mexicain. C'est une chose dont beaucoup de Français ignorent totalement l'existence. Vous savez, en France, on parle à peine des Chouans. Et en tout cas, on n'a pas le droit de parler du génocide vendéen. Non, ça n'a pas existé, ça. Non. Alors, vous pensez bien, les Cristeros au Mexique, c'est vraiment très loin. Alors, je ne sais pas qui va commencer, peut-être le général Tauzin, et puis ensuite, chacun développera cette idée, j'insiste là-dessus, d'histoire interdite. Hein, quoi. Redonner à la vérité sur l'histoire. Général Tauzin. Ah, j'y vais? Bah oui, vous y allez. Je pensais répondre à vos questions. Pardonnez-moi. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Combien de temps? Oh, vous avez tout le temps que vous voulez, mais si c'est trop long, je vous coupe de toute façon. N'hésitez pas à me couper. Non, simplement, en général, ce que je voudrais, c'est que vous me présentiez globalement les raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre, et et aussi le fait que vous étiez, je veux dire, au bon endroit, au bon moment, si j'ose dire, bien que ces deux bons soient peut-être un peu contestables. Hein. Très bien. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Voyez-vous, je venais de quitter le service actif 2006, et donc 2 ans après, Kagame, qui est le président du Rwanda par droit de conquête militaire et qui est réélu chaque fois avec 94 ou 17%. J'avais d'ailleurs prédit un jour qu'il serait encore président après Nicolas Sarkozy, c'est un fait. Donc en 98, Kagame publie sur Internet, ou fait publier bien sûr, un rapport, le rapport Mussio, du nom de son auteur, Jean de Dieu Mussio. Les Africains portent souvent des noms, des prénoms tout à fait adorables, Jean de Dieu, Rédempteur, etc. Bon, très bien. Jean de Dieu Mussio, un rapport très épais, qui prétendait établir les preuves de la culpabilité française, de la culpabilité des politiques et des militaires de l'armée française dans la préparation, l'exécution du génocide de 1994. Et ce rapport Mussio était en fait une réponse au rapport Bruguière de quelques années auparavant. Le juge Bruguière qui avait lancé des mandats d'arrêt internationaux contre certains proches de Paul Kagame. Et donc, là, à ce moment-là, dans ce rapport Mussio, nous étions cités quelques-uns. En fait, il se terminait par une liste de 70 noms, si je me souviens bien, un peu moins peut-être, peu importe, de politiques et militaires les plus impliqués dans le génocide, et contre lesquels le Kagame se réservait le droit de lancer un mandat d'arrêt international. Alors, les politiques, c'est leur affaire. S'ils veulent se laisser traiter de salauds, de criminels, c'est leur affaire. Nous, non. Bien. Donc, nous nous sommes regroupés en une association, l'association France Turquoise, destinée à... C'était le nom de l'opération, hein, Turquoise. Turquoise, c'était le nom de la dernière opération. La dernière opération qui a duré 2 mois. Hein, mais quand même, la guerre a duré 4 ans. La guerre a duré 4 ans. Mon régiment était présent sur place pendant 4 ans.
Et moi-même, j'y suis allé bien avant Turquoise. Donc, l'association France Turquoise, destinée à laver l'honneur des militaires français salis dans cette affaire. Et puis, nous avons donc très très rapidement demandé au ministère de la Défense de nous accueillir pour, enfin, quand même, écoutez, qu'on ne soit pas sous mandat d'arrêt international, quoi. et puis, faire laver l'honneur, quoi. Très bien. Nous avons été reçus au ministère de la Défense, pas par le ministre, bien entendu, ni même par son directeur de cabinet, mais par son chef de cabinet militaire. Qui nous a dit en substance, écoutez messieurs, si vous sortez du territoire national, vous risquez fort de vous retrouver en prison chez Kagame. Donc faites attention. Il suffisait de nous dire ça pour qu'on s'énerve. Et donc nous n'avons pas accepté, nous avons demandé rendez-vous à l'Élysée. Et nous avons été reçus par Jean-David Lévit, le Sherpa, le conseil diplomatique donc de Nicolas Sarkozy. Et nous avons tenu le même langage. Et il nous a dit... Eh bien, écoutez, messieurs, non, il y a un risque de mandat d'arrêt international, il faut rester en France, sinon... Alors là, nous avons des 2 ou 3 à nous lever en disant, moi j'ai dit par exemple, je construis en ce moment une école au Sénégal, je vais au Sénégal dans 3 semaines, j'y vais. Et si je suis fait aux pattes, si je suis fait prisonnier, eh bien vous aurez un général de division, certes en 2e section, mais tout de même, dans les tôles de Kagame. Bonne chance, monsieur le conseiller diplomatique. 2 autres camarades ont fait la même chose. Là, on a senti une sorte de petite panique, si vous voulez. Et Jean-David Lévit nous a dit, bon, très très bien, messieurs, vous inquiétez pas. C'était en 2008. Ne vous inquiétez pas. Avant le 8 novembre, je ne sais plus pourquoi exactement, il y avait une rencontre entre Kagame et Sarkozy, je crois, à l'ONU. Le 8 novembre plus tard, le président de la République aura tranché dans le sens que vous souhaitez. Ok. Donc vous avez entendu un petit peu. Le 8 novembre passe, rien ne se passe. Et puis non seulement Sarkozy ne rétablit pas la situation pour notre honneur, et celui de nos parachutistes qui avaient été tués là-bas, quand même, attention. Nos parachutistes tués au combat, salis, leur honneur est sali, et le président de la République, chef des armées, ne faisait rien. Ça peut pas marcher pour un officier général, ça, digne de ce nom. Très bien. Donc, non seulement il ne fait rien, mais quelque temps après, il rétablit lui-même les relations diplomatiques avec Kagame que Kagame avait rompues. Kagame avait rompu les relations diplomatiques avec la France suite au rapport Bruguière. Et c'est Sarkozy qui a pris l'initiative de les rétablir. Et c'est allé plus loin, puisqu'en 2011, il était aussi allé au Rwanda visiter Kagame, et en 2011, il a même reçu Kagame. Donc votre livre est une réaction à cette... Alors, mon livre, voilà. C'est ça. Vous m'avez demandé pourquoi. Donc, à partir du moment où le chef des armées laisse salir l'honneur de ses soldats, nous devons réagir. C'est un livre d'indignation. Je suis passé du devoir de réserve au devoir d'expression. Parce que quand l'honneur est en jeu, on doit le laver. C'est tout. Ça fait partie du code du soldat, tout ça. Nous sommes peut-être à l'ancienne, mais moi je préfère être soldat à l'ancienne qu'un mercenaire. Ou un guerrier, n'est-ce pas? Donc nous sommes levés. Moi, ou un carriériste qui obéit un carriériste, au pouvoir. Alors le général Lafourcade, qui avait commandé l'opération turquoise, a écrit un livre, mais lui n'avait vécu que l'opération turquoise. Tandis que moi, j'ai vécu toute la guerre du Rwanda, pas toujours sur le terrain, mais je l'ai vécu de A à Z. Alors on reviendra sur le contenu. Et donc ce livre est la réaction à l'absence de réaction de Sarkozy. À l'absence il n'est pas venu sauver l'honneur de ses soldats. Pour moi, c'est scandaleux. Il s'est sali lui-même en faisant cela. Surtout des garçons qui se sont fait tuer. C'est grave. C'est inadmissible. Inadmissible. Bien. Donc c'était ça. D'ailleurs, dans ce livre... Et dans le fond, vous voulez rétablir une vérité historique et l'honneur de l'armée française face à ce qui est une sorte de jeu politique et diplomatique avec la vérité, quoi. Oui, mais... Jeu politique et diplomatique, c'est tout simplement la vérité travestie. Oui, c'est ça. Ce sont tout simplement des mensonges. Parce que, voyez-vous, à propos du Rwanda, on nous parle toujours, par exemple, du génocide de 94. On reviendra là-dessus dans un instant. Je donne la parole maintenant à Philippe Chenet. Alors, Philippe Chenet, lui, s'est intéressé au Chili. Là, en l'occurrence, l'honneur de la France n'était pas en cause. Ce qui était en cause, c'était la vérité. C'est que lorsqu'on entend des choses qui manifestement correspondent pas à ce qu'on a vu, on a envie de redresser cette vérité. Philippe Chenet. Oui, effectivement, je suis parti. Bonsoir d'abord et merci de m'accueillir. Je suis parti en 81 au Chili pour y rester 5 ans, travailler dans une entreprise française
Et j'étais parti après avoir lu les quelques livres qu'on avait publiés sur le Chili en France, des intellectuels, Alain Jox, Duhamel, etc., qui donnaient une version de la dictature, de ce qui se passait au Chili, qui était assez effrayante, pour dire le moins. Et arrivé à Santiago, ayant commencé, de par mes fonctions professionnelles, à parcourir le pays du nord au sud, et rencontrer des gens de toutes conditions, je me suis aperçu que ce qu'on disait en France de ce pays, de cette dictature, depuis le coup d'État de 73, donc ça faisait 8 ans que les militaires étaient au gouvernement au Chili, ce que j'entendais, les témoignages que je recevais étaient tout à fait différents de ce qui était dit en France. Ce qui m'a amené d'abord à rencontrer beaucoup de protagonistes de cette histoire contemporaine du pays, de les interroger, et constatant la distorsion qu'il y avait entre ce qu'on disait en France et ce qui se passait au Chili, j'avais pris assez rapidement la décision qu'un jour, rentré en France, j'écrirais ce livre pour apporter un complément de vérité. Le livre auquel vous faisiez allusion tout à l'heure s'appelle Pinochet, l'autre vérité. Ça signifie bien que on n'a pas dit que des choses inexactes, bien entendu. On a grossi les événements, mais que la distorsion était tellement importante que j'en ferai simplement un témoignage, sans être un expert en termes de politique ou d'histoire, mais simplement de dire ce que j'avais vu, ce que j'avais connu. Pour prendre 2 exemples, l'exemple de la mort d'Allende, qui a été présenté pendant 15 ans en France comme un assassinat commis par les militaires, alors qu'on savait très bien en haut lieu en France qu'il s'agissait d'un suicide, parce que toutes les missions diplomatiques le lendemain du coup d'État ont été informées de ce qui s'était passé. J'ai enquêté sur place, j'ai rencontré le propre médecin d'Allende que j'ai fréquenté, qui était au palais de la Moneda le jour du coup d'État, et qui a pu me dire précisément ce qui s'était passé. Il a fallu 15 ans pour que apparaisse dans Le Monde un entrefilé, j'ai bien entrefilé en page intérieure, disant la gauche chilienne reconnaît le suicide d'Allende. Alors que vous indiquez dans votre livre qu'il y avait plusieurs récits qui avaient été faits, notamment un récit évidemment parfaitement empoulé du dictateur cubain Fidel Castro, et puis également un récit plus proche de la vérité, mais qui néanmoins parlait d'un assassinat et pas d'un suicide, c'est celui de Gabriel Marquez. Absolument. Et donc les deux étant d'ailleurs entre eux contradictoires. Absolument, ils se sont carambolés. Et dans le même magazine français, ont paru la version qui avait été donnée par Fidel Castro la fin du mois de septembre. Le coup d'État a eu lieu le 11 septembre. Dans les derniers jours de septembre, place de la Révolution à Cuba, Fidel Castro, dans un de ses nombreux discours fleuves dont il était familier, a expliqué comment s'était passé l'assassinat d'Allende dans son bureau, dans les salons de son bureau, au palais de la Moneda, place de la Constitution. Et puis effectivement, Garcia Marquez a donné ensuite une version qui était tout aussi fantaisiste, qui a carambolé celle de Fidel Castro, alors que le lendemain du coup d'État, Mitterrand, qui était premier secrétaire du Parti socialiste en France, avait déclaré, quand on l'avait informé de ce que Allende s'était suicidé, il avait déclaré, je cite précisément, « Cela ne m'étonne pas, le jour où j'ai rencontré Allende dans son bureau du Palais de la Moneda, il m'avait dit, si l'affaire tourne mal, je ferai ce qu'a fait cet autre président chilien en montrant un buste du président Balmaceda, qui s'était suicidé dans des conditions à peu près équivalentes à celles qui avaient amené Allende à avoir le courage de cette mort
qui a été confisqué et falsifié par la gauche. D'autant plus que le général Pinochet lui avait proposé de se rendre. En fait, il aurait très bien pu, s'il avait voulu se rendre et être ensuite extradé. Hein, c'était ce qu'on lui avait. On avait mis un avion à sa disposition, effectivement. Alors bon, on voit bien ce qui vous rassemble, même si géographiquement vous êtes assez éloigné. Ce qui vous rassemble, c'est quoi? C'est que vous évoquez des faits dont les Français n'ont pas eu connaissance. Parce que les Français ont eu une toute autre version de ces faits. Au Rwanda, les Français se sont battus la coulpe en se disant qu'ils avaient vraiment été du mauvais côté et ont certainement accueilli la volte-face de Sarkozy en l'acceptant, je crois, tout simplement parce qu'ils pensaient que c'était juste. D'où l'importance de votre livre. De la même façon, ce qui concerne Pinochet, je ne vais pas insister là-dessus, mais on l'a toujours décrit d'une façon tellement négative en France que manifestement, lorsqu'on lit votre livre, on découvre une réalité. On la découvre pas toujours. Quelquefois, on s'est informé. Notamment, on a pu savoir que les résultats économiques du Chili de Pinochet étaient assez remarquables. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On va maintenant passer à Hugues Kérali. Alors Hugues Kérali est intéressé peut-être par ce qui vient d'être dit sur le Chili, dans la mesure où il a une grande passion, et cette grande passion, c'est précisément l'Amérique latine, dont il est un véritable spécialiste, on peut le dire. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, je pense notamment à SOS Nicaragua. C'est sur un autre pays dont l'histoire a été bien bousculée. Et puis il y a la véritable histoire des Cristeros. Vous remarquerez, là aussi, c'est la véritable histoire. On insiste sur le fait que s'il y a une véritable histoire, c'est peut-être aussi qu'il y a des histoires qui sont beaucoup moins vraies. Hugues Kérali. Non, mais puisque nous sommes dans l'ordre antéchronologique, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais quand même rebondir sur le Chili des années 70, avant d'en venir à l'affaire des Cristeros. C'est vrai que c'est vous qui abordez l'histoire la plus ancienne. Qui remonte aux années 20. Années 20, 26-29. Moi, j'ai une expérience. Vous avez donné 2 exemples. Testis unus, testis nullus. Je vais en sortir un 3e, qui est également celui d'un voyageur, d'un amoureux de l'Amérique latine, parce que, en fait, toute ma carrière de grand reporter, elle doit énormément à ma langue maternelle, l'espagnol, et c'est pour ça que mes terrains de chasse, c'était plutôt là-bas. Quand j'ai lu, je ne m'y trouvais pas en septembre 1973, mais quand j'ai lu, sous la plume d'Eduardo Frei, 5 colonnes à la une, Los Militares han salvado al Chile. C'est un socialiste, en tout cas un président démocrate chrétien, qui dit les militaires ont sauvé le Chili du communisme. Car les Français sont très ignorants de ce qui se passe dans le monde, mais la tentative de mainmise communiste sur les pays d'Amérique latine était considérable. Bien. Je suis parti, grâce à un grand patron qui est mort aujourd'hui, auquel je voudrais rendre hommage, Jean Madiran, le directeur de la revue Itinéraire. Je suis parti au Chili avec tout le temps que je voulais et tous les moyens dont je pouvais avoir besoin. Il m'a semblé que le seul moyen dont j'avais vraiment besoin, c'était les rapports d'Amnesty International. Parce que le Chili, c'est quand même le pays, dans la presse française, où on découpe en petits morceaux les opposants politiques, y compris les jeunes femmes et même leurs enfants, pour les jeter depuis un hélicoptère militaire dans l'océan Pacifique. J'ai donc été voir Amnesty International France, qui s'est retourné vers Amnesty International Londres, où se trouve le centre de recherche, alors dirigé par un communiste notoire, Derek Rebuck, et on m'a donné 11 fiches, 11 noms, avec leur adresse, les circonstances exactes de leur disparition et tous les moyens de démarrer ma propre enquête à ce sujet. C'était les disparus d'Amnesty International. J'ai poussé un hurlement, 11. Attendez, chez nous, on en massacre plusieurs milliers chaque semaine. On m'a dit, on n'a que ça. Je suis parti avec 11 cas et j'ai interviewé les 11 personnes. Donc, c'est assez difficile. Attendez, qu'elle n'était pas morte, en ça. Bah, bien sûr que non. Alors, c'est vrai que j'ai eu des facilités. Vous n'avez pas fait une interview, vous, d'outre-tombe. J'ai eu des facilités. Quand on parle bien l'espagnol et qu'on est respectueux vis-à-vis des bonnes sœurs, on peut, par exemple, entrer dans les prisons des femmes. Il y avait 6 femmes dans ma liste de 11, plus un bébé. J'ai retrouvé le bébé et les 6 femmes à la prison des femmes de Santiago, où elles étaient en effet en état d'arrestation pour terrorisme, ou assistance à organisation terroriste, mais enfin, là-bas les prisons sont tenues par les femmes, comme c'était le cas en France jusqu'à une période pas si lointaine. Je les ai vus, je les ai interviewés. J'ai pu voir certains des hommes, et j'ai pu décrire avec une précision totale la façon dont ces garçons, soi-disant torturés
pour opposition politique, avait été en fait abattu, comme on dit dans un fort mauvais français aujourd'hui, dans des assauts avec la police, des actions terroristes. Donc ce troisième exemple que j'apporte, c'est de l'eau au moulin de ce que vous avez vu. Bien entendu. Vous avez vécu là-bas, vous avez constaté qu'on racontait n'importe quoi. Moi j'y vais et je reviens avec des disparus qui sont revenants, qui me parlent dans leur langue maternelle, que j'ai pu enregistrer. Aucun journal français n'a accepté de publier ces révélations. Évidemment. J'en ai fait des livres. Est-ce que vous avez une explication de ça, hein? Alors l'explication, c'était trop fort. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Quand j'ai su, par exemple, au Nicaragua, comment il s'appelait, Charles Hernu, notre ministre de l'Intérieur, donnait des armes et des conseillers militaires, que je croisais d'ailleurs dans les avions au crâne rasé, on les reconnaît, les militaires. Aux sandinistes? Ouais, des armes, des vedettes de combat, parce que c'est un pays très marécageux, et des missiles. J'ai même pu photographier dans l'opposition. Le Nicaragua a quand même été un pays sandiniste, c'est-à-dire communiste, occupé par les Cubains et les Allemands de l'Est pendant des années. Les gens que j'ai pu voir autour d'Eden Pastora, non sans mal, il fallait monter à cheval, on vous bandait les yeux, enfin bref. Et ils m'ont sorti des photos en disant ça, c'est un tir français. Un tir depuis un bateau français. Et ce sont des militaires français qui sont venus armer et former ces soldats sandinistes contre leur opposition. Donc, là aussi, on est dans une histoire interdite d'histoire. Quand j'en suis revenu avec cette histoire-là, plus une autre sur Monseigneur Romero, assassiné par le TA quelques années auparavant, des terroristes basques que Giscard refusait de rendre à Franco à l'époque, et donc qu'on mettait dans les bases arrières du terrorisme latino-américain à Cuba. Personne n'a accepté d'assassiner Monseigneur Romero aujourd'hui en quasi-phase de béatification au Salvador. Donc c'est un petit pays à côté du Nicaragua dont nous venons de parler, sauf des non-salvadoriens. Et je suis revenu avec des preuves tangibles que c'était bien des gens libérés par Giscard et remis au terrorisme latino-américain. Par différence, Giscard n'était pas du tout comme Mitterrand et surtout son épouse, un homme convaincu de ce qu'il faisait. Mais enfin, c'était une révélation. Je n'ai pas trouvé un seul journal français pour la publier. À tel point, je me suis dit, je vais finir avec 5 balles dans la tête, j'arrête tout. Parce qu'à l'époque, il y avait une grosse concurrence entre Mitterrand et Giscard pour la succession à la présidence de la République. Donc j'avais des armes contre les deux, c'était un peu trop. Je n'en ai utilisé aucune. Et c'est pour ça que je suis toujours en vie. D'être pris entre deux feux. Oui, voilà. Et on va peut-être laisser Stanislas faire quelques annonces. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent le Libre Journal de la Résistance française, et dans cette seconde partie d'émission, Christian Van Est reçoit le général Didier Tauzin, Monsieur Philippe Chenet et Monsieur Hugues de Kerali pour évoquer d'une part le Rwanda, d'autre part les Cristeros et enfin le général Pinochet. 2 questions d'auditeurs. Un auditeur, vous avez parlé du Rwanda. Moi aussi, je croyais que Mitterrand avait poussé l'armée au Rwanda, mais Radio Tigali avait chauffé à blanc la haine des Hutus contre Tutsis pendant de nombreuses années, ce qui a déclenché le génocide. Merci pour cette émission courageuse et bravo au général. Le message d'un autre auditeur, il n'y a pas que la gauche qui aime Castro. Votre ami Jean-Paul II l'a aimé beaucoup et il est même allé le voir. Oh non. Et si les Cristeros ont été massacrés par les francs-maçons, c'est à cause de la stupidité de Pie XI qui leur a dit de déposer les armes. Mais tout est faux. Alors, nous allons parler des Cristeros. Je pense que Hugues Kerali va répondre à cette dernière intervention d'un auditeur. Je pense que les papes sont allés des deux côtés. D'ailleurs, il y a un pape, c'est Jean-Paul II aussi, je pense, qui est allé au Chili à l'époque de Pinochet, hein, bien sûr, oui. Et il est allé aussi à Cuba parce que tout simplement l'église s'est toujours située à un niveau. Il a bien fait. C'est Saint François d'Assise qui se précipite dans les bras du sultan. Jean-Paul II n'a jamais reculé devant une rencontre avec l'ennemi, qu'il connaissait mieux que personne. Absolument. En raison de ses origines. On revient aux Cristeros. Alors, les Cristeros, c'est également une histoire qui n'a pas été mal racontée ou racontée de travers. C'est une histoire qui a été complètement interdite d'histoire pendant exactement 3 générations.
de la fin de l'épopée Cristera, 1926, qui n'est pas le fait du pape Pie XI, et jusqu'à l'an 2000, où la droite reprend le pouvoir au Mexique, et où l'affaire commence à transparaître un petit peu dans les journaux mexicains, mais fort peu d'ailleurs. Aujourd'hui encore, on n'en parle pas beaucoup. L'épopée Cristera, l'épopée des Cristeros, qui est une sorte de Vendée militaire sans but politique. C'est la grande différence avec la chouannerie. La chouannerie se bat pour Dieu et pour le roi. Les Cristeros, comme le nom l'indique, Cristo Rey, c'est la contraction de Viva Cristo Rey. C'est uniquement pour Dieu. Voilà, se battre pour le retour du Seigneur dans les tabernacles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça a pu démarrer comme ça. Oui, c'est une histoire un peu compliquée. Non, elle est simple. Non, mais faut quand même expliquer la révolution mexicaine. C'est quand même pas simple. Alors, rien n'est simple au Mexique, parce qu'il y a quand même une révolution par an pendant les années 10. Oui. Il y a la grande révolution de 1910, voilà, qui va donner un parti unique quelques années plus tard, qui prend d'ailleurs le nom glorieux de Partido Revolucionario Institucional, donc le parti révolutionnaire institutionnel. Tous les autres en français fait un peu rire, quoi. Bon, ça fait un peu rire, mais c'est pas très loin du cas moscovite, par exemple. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est un pays où il y a beaucoup de bolcheviks, il y a des trotskistes qui prennent le pouvoir. C'est d'ailleurs au Mexique que Trotsky va trouver la mort, parce qu'il s'est ici réfugié sous les coups de pique de... Et le Mexique a aidé les républicains espagnols pendant la guerre civile. De Ramón Mercader, oui. Alors, il faut bien comprendre que c'est un pays à part. C'est le pays le plus catholique du monde. Il y a deux grands pays catholiques en Amérique latine, le continente de la esperanza cristiana, comme disait Jean-Paul II, j'ai pas besoin de traduire, c'est le Brésil, par son immensité et par la population très importante, mais le Brésil, c'est le plus grand pays catholique du monde, le pays le plus catholique du monde, aujourd'hui encore, par la proportion de baptisés, qui est absolument incroyable, de l'ordre de 97%, c'était à l'époque, et c'est toujours aujourd'hui, le Mexique. Et ça plaît pas aux Américains. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, à l'époque, on était, ça a beaucoup évolué depuis, on est essentiellement protestants et francs-maçons. Or, les francs-maçons qui prennent le pouvoir avec les bolcheviks, c'est un ramassis incroyable de personnalités extrêmement dangereuses, au Mexique, ils ont tous un point commun: ils détestent l'Église catholique. Comme les Américains, qui ne veulent pas d'un grand pays catholique au sud du Rio Grande. Et donc, il y a une persécution religieuse qui commence par des vexations, des lois anticléricales. Ça ressemble aux lois françaises de 1905, séparation de l'Église et de l'État, et puis confiscation des biens de l'Église. Or, l'Église est une institution centrale au Mexique, car c'est elle qui prodigue les soins, qui ouvre des hôpitaux et des écoles qui enseignent. Et progressivement, ça va monter. Ça va monter au point que les officiers de l'armée fédérale, donc du Partido Revolucionario Institucional, vont rentrer à cheval dans les églises pour faire brouter les hosties consacrées par leurs chevaux. Ils vont ouvrir le feu au Moser, voire au canon sur les statues, transformer les églises en lieu pour leurs chevaux, pour réunir pour les cochons, j'en ai vu aussi, moi, dans mes reportages, dans mes enquêtes, des églises entièrement condamnées, tout murées, sauf une porte avec 2 soldats, et c'est un dépôt de munitions. Donc, la persécution religieuse est très sévère. Elle est si sévère que au début de l'année 1925, c'est l'année où Pie XI proclame le Christ roi, quas primas. Au début de cette année, on ouvre le feu à la mitrailleuse lourde et au Mauser sur des enfants qui défilent derrière le Saint-Sacrement, en aube, avec des roses. On pend les prêtres. Ceux qui sont surpris en train de célébrer la messe sont fusillés dans leurs ornements sacerdotaux. Donc nous sommes dans le cas du ius bellum le plus indiscutable qui soit. Tous les moyens pacifiques ont échoué, les processions, on les réprime à la mitrailleuse, les pétitions au Congrès, 2 millions de Mexicains sur un pays où il n'y en a pas 5 qui savent lire et écrire à l'époque, ont écrit au Congrès, qui déclare n'avoir pas reçu d'ailleurs la pétition. On va défiler, on va protester, on continue à massacrer
tort et à travers des centaines de prêtres, comme on le verra quelques années plus tard dans le déclenchement de l'insurrection catholique espagnole, l'Alzamiento, qui va s'inspirer des Cristeros. Les cadets de l'Alcazar de Tolède vont monter à l'assaut au cri de Viva Cristo Rey, qui est le cri des aînés Cristeros. Donc il y a un moment où la juste guerre est incontournable. Elle est commandée par les lois de l'Église. Et Pie XI n'est absolument pas l'homme qui aurait réfréné ça. Sauf que il écoutait un peu trop les diplomates, les prélats, des gens qui voulaient pas d'histoire. Et pourtant, ils en ont fait une belle boulette. Un jour, alors que on continue à célébrer les sacrements en cachette, les évêques mexicains, et c'est pas l'ordre de Pie XI qui les y a poussés, décrètent une mesure invraisemblable. Nous sommes le 31 juillet 1926, suspension du culte public dans toutes les églises mexicaines. On autorise les prêtres à se réfugier comme chapelains privés dans quelques villes, mais tout le monde doit partir. Tous les évêques, il n'y en a qu'une quarantaine à l'époque, tous les évêques sont priés de rejoindre le sol, et d'ailleurs conduits, manu militari, baïonnette dans les reins, à l'étranger, sauf 3 qui vont se réfugier dans les campagnes, et une centaine de prêtres qui donneront toute leur vie, certains même comme officiers supérieurs. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire, aux côtés des révoltés. Alors, les révoltés, il n'y a que 2 historiens qui se soient intéressés à eux. C'est Jean Meyer, qui est tombé amoureux du Mexique et qui vit là-bas, et qui pourrait confirmer ce que je dis en partie du moins, et moi-même. Alors ça fait pas beaucoup pour une histoire que personne n'a connue pendant 75 ans. Mais au Mexique, pendant trop longtemps, les récits sur la Cristiada étaient punis de prison, circulaient en samizdat. Je n'ai trouvé aucun livre édité de façon convenable, et donc j'ai plutôt recueilli le témoignage des survivants, et j'ai vu que bien que les armements soient au départ extrêmement faibles, on se croirait dans les 7 mercenaires. Hein. C'est une population en cette espèce de pyjama blanc qui est l'uniforme du paysan mexicain, qui prend sa machette entre les dents, un vieux tromblon, qui saute à cheval et qui fonce sur l'armée fédérale, hyper armée par les Américains. D'ailleurs, l'aviation américaine ira réduire les derniers foyers dans les années 40, dans les montagnes, très peu de temps avant son intervention à nos côtés dans la dernière guerre mondiale. L'armée américaine ira jusqu'au bout. Et donc, cette histoire est étonnante parce que, petit à petit, des officiers, c'est l'Ouest d'une certaine façon, vont déserter l'armée fédérale pour prendre la tête de régiments entiers formés par les Cristeros. Et il y aura des bourgeois, c'est là où je me sépare beaucoup de Jean Meyer, il y aura des étudiants, il y aura des maires, il y aura jusqu'à 100 000 déserteurs, le mot est impropre d'ailleurs, de l'armée fédérale, qui vont rejoindre ces unités, voler les armes des régiments attaqués dans les montagnes, récupérer les chevaux, les canons, les mitrailleuses lourdes, et gagner les 3/4 des États mexicains. Pourquoi l'affaire n'a-t-elle pas été plus loin? Alors là, oui, l'Église reprend son rôle avec les Américains, avec les diplomates, avec les jésuites. Méfiez-vous des jésuites, même quand ils sont papes. Et on arrive aux arreglos, pour aller vite et pas accaparer, on arrive aux arreglos de juillet 1929, où effectivement, les Cristeros ont la conviction que Pie XI leur demande de déposer les armes. Et c'est le grand massacre. Pie XI n'a rien demandé du tout. Mais, à l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'ordinateur, on n'envoie pas des SMS au Vatican pour savoir ce qui se passe. Et une conspiration entre le gouvernement mexicain, la diplomatie américaine et les moins courageux ou les plus lâches des évêques mexicains. Il y a des lâches aussi dans l'épiscopat à l'époque. Il faut dire qu'ils avaient quelques raisons d'avoir peur. Vont convaincre les officiers que, moyennant le dépôt des armes, les églises vont rouvrir. L'épiscopat dit aux soldats, si vous déposez les armes, d'ailleurs Rome le demande, c'est pas vrai, si vous déposez les armes, Jésus revient dans les tabernacles. Tout le monde dépose les armes.
les officiers donnent l'ordre à leurs hommes de déposer les armes. Il y a des scènes extraordinaires dans la nuit avec de grands feux. On voit les faisceaux des fusils. Il y a un régiment qui se vante, par exemple, de rendre 40 chevaux au mauvais gouvernement. C'est comme ça qu'on l'appelle, el malo gobierno. Et il dit fièrement, et ces 40 chevaux, on vous les avait volés. On vous les avait volés pour faire la guerre. Là, s'ouvre un grand massacre dont on ne saura jamais l'étendue, les fosses communes étant interdites, bien entendu, de localisation pour les simples reporters français, mais on a des témoignages visuels. Les fédéraux filmaient les scènes, ils les photographiaient. On voit par exemple sur une ligne de chemin de fer, sur des centaines de kilomètres, un pendu par poteau télégraphique qui accompagne la ligne. Donc ce sont des massacres épouvantables. Ça a donné plus de saints, de martyrs en tout cas, à l'Église catholique que même peut-être la Vendée en France. Jean-Paul II a bien aimé le bouquin que je me suis empressé de lui remettre à l'époque, qui était le premier témoignage en français sur cette affaire, et peu d'années après, il a béatifié à tour de main, si bien qu'en l'an 2000, nous avons les premiers saints martyrs cristianos qui sont élevés sur les autels du monde entier. Alors, il y a eu aussi le film, vous y avez fait allusion, Christian, mais le film, il est très spectaculaire et il n'est que partiellement conforme à la vérité. Il y a tous les films. Comme tous les films, il romance. Il décrit des choses qui n'ont jamais eu lieu. Enfin bon. Mais en tout cas, moi je suis très frappé par ce que vous venez de dire à la fin. Je connaissais assez vaguement finalement l'histoire des Cristeros. Je n'avais pas retenu qu'elle s'était terminée par un massacre horrible. Mais précisément, je crois être dans le fond très représentatif de ce que les Français peuvent savoir de cette histoire. Regardez, vous êtes tous les trois autour de cette table. Vous avez été tous les trois, dans le fond, si j'ose dire, liés à des massacres. Oui. Bon, vous avez parlé du massacre des Cristeros. Vous avez parlé du massacre des Cristeros, qui a été terrible, mais dont j'ignorais encore l'existence il y a quelques instants. Gérald Tauzin a été lui aussi témoin de massacres. Peut-être ne sont-ils pas tout à fait ce qu'on a dit qu'ils étaient aux Français, ce que les Français peuvent croire qu'ils sont, et je vais d'ailleurs l'interroger maintenant sur cette question-là. Et puis, M. Chenet, lui, il a dit il n'y a pas eu de massacre au Chili. On a dit qu'il y avait eu des dizaines de milliers de morts. Non, il y en a eu peut-être combien 4000 en tout et pour tout. Bon, pendant toute la durée de la dictature, je crois. Pour parler de ces chiffres, effectivement, là aussi une distorsion importante. Les magazines de gauche en France, en 74, disaient la première année entre 20 000 et 30 000 assassinats politiques. À la fin de la dictature, il y a eu une commission d'enquête qui était présidée par un ami d'Allende, donc qui n'était pas susceptible d'être particulièrement favorable aux militaires, le juriste Raoul Rettig, qui a lancé une enquête qui a duré à peu près 1 an et demi, puisqu'on a demandé à toutes les familles chiliennes qui avaient été témoins d'exactions de l'armée après le coup d'État, de témoigner, non seulement au Chili, mais à l'étranger, se rendre dans les consulats du Chili pour témoigner de ce qu'elles avaient vécu. Et à la suite de cette commission d'enquête parlementaire, qui a été extrêmement brillante, extrêmement méticuleuse, on est arrivé à 2700 victimes et 600 victimes pour lesquelles la commission n'avait pas pu confirmer que les décès étaient directement dus à des violations aux droits de l'homme ou à des violences politiques sur la durée de la dictature. Sur les 15 ans. Sur les 15 ans. Donc, première année entre 20 000 et 30 000 assassinats politiques pour le Nouvel Observateur, et la réalité historique qui est reconnue maintenant, et qui a amené le président de la République qui a suivi Pinochet à demander pardon à toutes les familles qui avaient été touchées par ces exactions, a représenté finalement donc 2700 victimes sûres. On voit donc ce qu'a été la distorsion. La moitié d'ailleurs du nombre de ces victimes
ayant été des individus disparus pendant la première année de la dictature. Donc on voit la différence entre la vérité historique et ce qui a été inlassablement dénoncé par la presse française et notamment par la presse de gauche, qui sur ces questions-là est souvent ignoble. Rappelez-vous quand même les cris de joie du Monde, par exemple, si je me souviens bien, lors de l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh. C'était la libération. Là, ensuite, on a peu parlé des millions de morts qui ont suivi. Un phare pour l'humanité, avait dit Monsieur Giscard d'Estaing. Oui, c'est pas mieux que la presse de gauche, effectivement. Peut-être faut-il préciser que sur les 2700, qui est un chiffre effectivement reconnu par la gauche chilienne, ceux que j'ai pu interroger, beaucoup, alors ils sont dans les 11 d'ailleurs, moi je n'ai qu'un échantillon représentatif, beaucoup sont morts les armes dans la main, parce que vous avez employé plusieurs fois le mot d'exaction. Moi je considère qu'un militaire qui participe à une action de retour à la liberté, puisque finalement le rêve d'Allende c'était de faire de son pays un pays frère de Cuba et donc dépendant de l'Union soviétique, un soldat qui dans un combat donne la mort à quelqu'un qui lui tire dessus, c'est pas exactement une exaction qu'il commet. En principe, on appelle ça une légitime défense. Alors le problème, c'est que l'Amérique latine est pleine dans toute son histoire de ces petites dictatures familiales qui font 2000 morts par an ou par décade, et que les Français, enfin la presse de gauche française a toujours rêvé de remplacer par des régimes qui en font 2000 par jour ou par semaine dans le meilleur des cas. C'est ce qui s'est passé avec les Somoza au Nicaragua, avec les Batista à Cuba, avec bien entendu les militaires en Argentine et au Chili. N'oubliez pas que quand les militaires, c'est encore une histoire interdite d'histoire ça, quand les militaires prennent le pouvoir en Argentine, il y a 40 000 membres de l'ERP, Ejército Revolucionario l'armée révolutionnaire du peuple, qui sont dans Tucumán, dans une seule province argentine. C'est une véritable armée avec les Allemands de l'Est comme agents de renseignement, officiers de renseignement, les Soviétiques comme commissaires politiques, les Cubains comme petites mains, quelques Argentins aussi. C'est une véritable armée qui se disposait à faire ployer l'Argentine, le plus grand pays, le pays le plus européen de toute l'Amérique latine, le grand pays du cône sud, entre les mains du communisme. Donc c'est certain que le chiffre que vous donnez, qui est beaucoup plus élevé dans le cas argentin, est plus proche de la vérité. Je répondrai quand même à cette remarque. Après, je crois que... Après, il y aura quelques informations, et ensuite Jean Altozin nous parlera, lui, malheureusement, des chiffres du Rwanda qui eux, n'ont pas à être diminués, je crois pas. Oui, alors, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a ignoré en France, c'est que lorsqu'on parlait du Parti socialiste chilien et de l'unité populaire, on ne disait rien d'autre que le Parti socialiste, et les gens traduisaient, c'était cette unité populaire, c'était une sorte de SFIO. Or, en 1967, c'est-à-dire 3 ans avant l'élection d'Allende, le Parti socialiste chilien s'était déclaré prolétarien, marxiste, léniniste, révolutionnaire. Et que une de ses décisions, c'était la destruction, je cite, la destruction de l'appareil militaire de l'État. C'est-à-dire ce qui s'était passé en 59 à Cuba avec l'armée de Batista. On imagine un petit peu ce que l'armée chilienne, dans ses messes, dans ses quartiers, dans ses casernes, pouvait bien penser des déclarations de l'unité populaire, de la destruction de l'appareil militaire de l'État, qui serait l'une des premières mesures qui serait prise par l'unité populaire si d'aventure elle arrivait au pouvoir. Ça, c'est une chose. La seconde chose, et en fait, c'est la raison principale du drame de cette histoire contemporaine du Chili, c'est la Constitution de 1925 qui disposait en termes d'élection présidentielle, il n'y aurait qu'un tour d'élection. Ce qui fait que le président qui était 50 jours après ce tour d'élection coopté par le Congrès pour être le président du Chili, pouvait l'être
avec une majorité relative. Et Allende a été élu avec 36% des voix. Il faut savoir que 15 ans après le coup d'État et la dictature militaire, Pinochet était invité à regagner ses quartiers militaires avec 46% d'opinion favorable à son maintien à la tête de l'État. Et ça n'a pas été. Et qu'entre deux, je crois qu'il avait obtenu quelque chose comme 67%. Alors vous avez tout à fait raison. Des suffrages en 88, je pense. C'était en 80. En 80, pardon. En 80, les militaires avaient proposé, sans trop y croire, dans un référendum déjà surprenant en temps de dictature, un référendum pour proposer une constitution qui était, on peut dire, assez largement copiée sur la constitution dont nous disposons en France et qui, en particulier, prévoyait pour l'élection présidentielle 2 tours pour éviter le retour à l'aventure que pouvait être une élection à la majorité relative. Et ce référendum proposait aussi que Pinochet reste 8 ans encore à la tête de l'État. Et cette consultation, à la surprise des militaires, a donné comme résultat effectivement 67% de oui contre le non, contre tous les partis politiques qui s'étaient prononcés. Ce qui prouve que le gouvernement n'était pas rejeté par la majorité de la population, loin s'en faut. Ouais. Voilà, et ce résultat et je m'arrête là, ce résultat de cette consultation n'a donné lieu dans la presse de gauche en France qu'à des entrefilés. Oui. D'ailleurs, pardon, juste une remarque linguistique. Il y a deux mots en espagnol et spécialement en chilien pour dire dictature. Il y a dictadura et dicta blanda. Et la blanda, ça veut dire doux en espagnol. Et donc les Chiliens et les Argentins qui reconnaissaient vivre des régimes un petit peu sévères parlaient de dicta blanda. Et pas de dictature. La dictature, c'est le marxisme. Et Fujimori, lui, au Pérou, parlait de démocratia dura, c'est ça, non? Alors le Pérou, lui, il a été du côté soviétique pendant longtemps. Oui. Alors quelques annonces. Chers amis auditeurs, Adrien va nous passer un message important pour la vie de la radio. Voici un message de Bernard Mazin, trésorier de Radio Courtoisie. Chers amis, Radio Courtoisie est aujourd'hui la seule radio vraiment libre. Elle le doit tout d'abord au talent et au dévouement de ses merveilleux patrons d'émission qui ont suscité la ferveur des auditeurs toujours plus nombreux. Elle le doit ensuite à sa volonté farouche de rester parfaitement indépendante en refusant toute ressource publicitaire et toute subvention. Ce miracle, qui se manifeste depuis près de 30 ans et qui, grâce à vous, doit perdurer, repose entièrement sur votre générosité. Radio Courtoisie ne pouvant vivre que grâce à vos dons et cotisations. Radio Courtoisie, la voix du pays réel, joue un rôle irremplaçable dans les temps troublés que traverse notre patrie. Je fais appel à votre aide pour qu'elle puisse continuer à servir la France et les principes de la civilisation occidentale et chrétienne auxquels nous sommes attachés. Je compte sur vous. Si vous voulez que Radio Courtoisie reste libre et qu'elle continue à porter la voix du pays réel, envoyez-lui sans tarder votre don ou votre cotisation, soit par chèque adressé au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, soit par carte bancaire sur le site radiocourtoisie.fr, soit enfin par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée. Quelques informations de Stanislas. Alors, un message d'un auditeur. Pinochet est arrivé au pouvoir le 11 septembre 1973 grâce à l'SCIA. Il est parti en 1988 suite à un référendum qu'il a lui-même organisé. Monsieur Pinochet était franc-maçon. Le message d'un auditeur. Lorsque Pinochet est parti, son économiste qui avait très bien réussi a été embauché par la Chine communiste, dont la gauche se garde bien de parler. Le message d'un auditeur qui fait allusion à Pol Pot. Il y a eu un tribunal international contre Pol Pot. On lui a demandé pourquoi il a fait ce génocide au Cambodge. Nous étions inexpérimentés et novices et c'est pour cela que nous avons fait énormément de bêtises. Une autre remarque du même auditeur. Et vous avez parlé des Cristeros et les francs-maçons au Mexique faisaient tirer à la mitrailleuse lourde sur des processions d'enfants. Oui. On n'en a jamais parlé en France. C'est toujours le politiquement correct qui domine. Merci pour votre émission. Le message d'un auditeur, à force de chercher, on finira par s'arranger. Tout finira par des chansons. Merci pour votre émission. Le message d'un auditeur. Bonsoir messieurs et merci pour votre émission. Est-ce bien sont-ce bien les États-Unis qui ont mis au pouvoir
pouvoir Pinochet. Et enfin, la remarque d'un auditeur, à la suite de la première partie de l'émission, en écoutant les intervenants, on ne peut s'empêcher de penser que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Toutes les causes ne sont pas reconnues et analysées. Voilà, alors effectivement le problème que nous envisageons sous ces trois aspects, c'est bien celui de la désinformation, c'est-à-dire de la très grande distance qui sépare les faits qui se sont produits de ce que les Français ont pu en connaître à travers l'information qu'ils en ont reçue. Et donc Gérald Tauzin va maintenant nous parler de cette différence, cette distance entre ces deux choses, telle qu'il l'a vécu lui de l'intérieur au Rwanda. Pourra-t-il aussi parler, peut-être, puisqu'on a parlé du rôle des États-Unis à propos du Chili et du Mexique aussi d'ailleurs, est-ce qu'il pourra parler du rôle des États-Unis dans les pays des Grands Lacs? Je pense que ce rôle, en l'occurrence, est peut-être plus directement impliqué qu'on ne pense ailleurs. Vous me relancez sur l'affaire éventuellement. Donc, j'ai pas découvert uniquement sur le terrain, parce que quand je me suis décidé à écrire ce livre, vous savez, quand on est sur le terrain comme officier, on est vraiment les deux pieds et les deux mains sur terre, et on est vraiment au combat. Là-bas, au Rwanda, il y avait des tranchées. Je me souviens un endroit à Byumba, dans le nord, sur les lignes, nos tranchées étaient à 50 mètres de celles des Tutsis. On les voyait. Donc, on était vraiment au contact permanent, et donc on n'avait pas vraiment le temps de faire de la philosophie, de rechercher dans l'histoire. Quand vous dites les Tutsis, c'est bien l'armée rebelle qui envahissait le Rwanda en venant de l'Ouganda. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc sur le terrain, si vous voulez, je n'avais pas le recul suffisant pour. C'est donc après que je me suis beaucoup informé sur cette affaire quand j'ai écrit ce livre. Et j'ai découvert énormément de choses. Là, sur la désinformation et même la manipulation radicale de l'opinion française. Par exemple, savez-vous que l'expression France-Afrique a été inventée par quelqu'un dont j'étais garde du corps quand j'étais jeune officier, le président Houphouët-Boigny. Et pour lui, c'était l'union indéfectible, éternelle et glorieuse, bien entendu, de la France et de l'Afrique. Et cette expression France-Afrique, le sens, la signification de cette expression a été retournée radicalement dans les années 80 en utilisant d'ailleurs le son fric. Exactement, par une association française, l'association Survie, qui a son siège ici à Paris, l'association Survie, qui a été suscitée par le MI5 britannique, tout simplement pour saper les relations entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique. C'est énorme, Et d'ailleurs, les deux présidents successifs de l'association Survie ont été invités par Kagame dès sa prise de pouvoir, ils ont été décorés de la plus haute distinction kagamesque, et ils ont été même fait conseillers du gouvernement Kagame, c'est-à-dire en fait bien rémunérés, quoi. Voilà un exemple radical, très important, de manipulation de l'opinion française contre la France, par des Français, s'il vous plaît. Bien sûr stipendiés par le MI5 britannique, on comprend les Britanniques, et les Français, ce sont des traîtres, tout simplement. Autre exemple de manipulation ou de mensonge, les massacres. Alors sur les massacres, le génocide, n'est-ce pas, on nous parle toujours des 800 000 Tutsis, en majorité Tutsis, massacrés du 6 avril 1994, date de la mort du président Habyarimana dans son avion, jusqu'à fin juillet 1994. 800 000 massacrés, en majorité Tutsis. Au départ, on disait 800 000 Tutsis massacrés, ce qui n'était pas possible, parce que la population Tutsi du Rwanda, à cette époque-là, n'était pas de 800 000 personnes. Elle était autour de 700 000, à peu près. Et maintenant, on nous dit 500 000 Tutsis. Je doute même qu'il y en a eu 500 000, parce que on a rencontré d'autres Tutsis survivants après. Donc, c'est-à-dire que déjà, il y a eu moins de Tutsis massacrés que la totalité, que l'on disait. Et ensuite, par qui ont-ils été massacrés? Les massacres, ils ont commencé dès 90. L'un de mes subordonnés, qui était présent au Rwanda dès 90, m'a dit, mais moi j'ai assisté non pas au massacre eux-mêmes, mais je suis allé relever les corps des gens massacrés. Ils ont été massacrés par des Tutsis venant d'Ouganda, pour faire porter et faisant porter la responsabilité aux Hutus.
J'explique peut-être pas assez. Les Tutsis, c'est clair. Si, c'est très clair. Les Hutus sont des nilotiques qui sont moins nombreux, mais qui en général ont toujours eu une situation de domination. Les Hutus sont arrivés dans la région, au Rwanda-Burundi, très rapidement. Sont arrivés là venant de la cuvette congolaise avant le Christ. Ce sont des bantous, c'est-à-dire des gens de petite taille, des gens de la forêt. Ce sont même pas des agriculteurs, ce sont des gratteurs de terre. Et c'était des cueilleurs essentiellement, organisés très peu organisés en village, ne se connaissant pas les uns les autres. Tandis que les Tutsis sont des Nilo-Hamétiques qui venaient donc d'Éthiopie, des gens de très haute taille, organisés militairement et politiquement. Et les Tutsis sont arrivés au Rwanda, au Burundi, vers le XVIe siècle, et ils ont toujours représenté une quinzaine de pourcents de la population. Et ils se sont installés, ils ont conquis les deux pays très facilement parce que les autres n'étaient pas organisés, et ils ont toujours régné sur ces pays jusqu'à la colonisation belge. Et pour asseoir leur colonisation, d'ailleurs, ils ont fait accroire à ces populations bantoues que eux, Tutsis, du moins le clan Ima, c'est-à-dire le clan royal, était descendait du ciel et ne se nourrissait que de nourriture portée par les anges. Et j'ai rencontré des officiers Tutsis, Ima, qui ne se nourrissaient jamais et ne buvaient jamais en face de quelqu'un, de qui que ce soit, même de moi, pour faire accroire qu'il... Bon, voilà. Voilà l'histoire donc il y a, depuis 6 siècles, si vous voulez, une imprégnation idéologique très forte de la population bantoue, la population Hutu, par cette affaire, par cette idéologie que, enfin, Hitler doit en rougir d'envie, quoi. C'est terrible. Voilà. Et donc, les Tutsis sont des manipulateurs dans l'âme. Et quand ils se sont réfugiés en majorité en Ouganda, en 59, au moment de l'indépendance, ils ont amené avec eux toutes leurs maisons, leurs armées bovines, comme on disait, et leurs maisons composées aussi de Hutus. Les serviteurs Hutus des Tutsis, des Hutus qui servaient les Tutsis de père en fils pendant des siècles. Et donc les Tutsis d'Ouganda ont manipulé ces Hutus-là, qui étaient quasiment leurs esclaves, si vous voulez, pour aller massacrer des Tutsis au Rwanda et faire porter la responsabilité aux Hutus. Et dans quel but alors? Et tout simplement dans le but de salir les Hutus. Dans le but de prendre le pouvoir. Le but final était de prendre le pouvoir. Mais de diaboliser les Hutus, c'est une vieille technique marxiste. D'ailleurs, marxiste est aussi très américaine, surtout aujourd'hui, n'est-ce pas? Et dès qu'on est opposé à quelqu'un, on le diabolise. Bien, c'est le diable. Et donc, les massacres ont commencé dès 90, et il y en a toujours eu jusqu'en 94, bien sûr, la pleine période des massacres, ça a été donc cette période de 94. Parce que là, si vous me permettez, je vous coupe. On présente toujours les choses en disant il y a l'attentat contre l'avion du président rwandais et également d'ailleurs du président burundais et c'est en réaction que les radios des Mille Collines appellent au massacre et c'est à ce moment-là que le massacre a lieu. Voilà comment on présente les choses habituellement. J'allais y venir. Alors le massacre lui-même, on a dit à un moment d'ailleurs qu'il était de la responsabilité de mon régiment, le premier Pima. C'est radicalement faux. Nous disons depuis 84... On a accusé l'armée française. Oui, on a même donné le nom d'un sous-officier qui aurait tiré les missiles. Bon, c'est archi faux. On sait, on a les... Comment dire ? Je n'ai pas, moi, les preuves matérielles, mais nous avons les numéros des missiles russes qui ont été tirés sur l'avion d'Yabarimana, et ces missiles russes avaient été donnés à l'Ouganda, et non pas au Rwanda. À l'Ouganda. Donc, ils provenaient d'Ouganda, ils étaient aux mains de Kagame, et c'est Kagame qui a fait descendre cet avion. Et ça a été le signal des massacres, mais je note aussi, dans ce premier livre, que l'armée de Kagame a commencé son mouvement de Kigali 1 demi-heure ou 2 heures, je ne sais plus, avant que l'avion ne soit descendu. Avant, c'est-à-dire que c'était une affaire qui était bien préparée. Et quant aux milices Interahamwe, qui ont procédé au massacre, on dit des milices du mouvement républicain national, bon, d'accord, en fait du président Habyarimana, certes, mais ces milices ont été formées, elles étaient à l'époque dirigées par un Tutsi. N'est-ce pas? Donc, et elles ont été infiltrées de toute façon en 94. Elles étaient beaucoup trop neuves, elles étaient très peu nombreuses, elles avaient très peu moyens, elles n'étaient pas encore réparties sur tout le territoire rwandais. Elles n'étaient pas capables de faire ce massacre. Incapables. À elles seules.
Donc elles ont été largement renforcées par soit ces Hutus serviles des Tutsis, soit par des Tutsis, n'est-ce pas, qui d'ailleurs souvent payaient assez cher le massacre. Tu recevais des sommes fantastiques pour la région pour massacrer des Tutsis. Voilà, les massacres. Je note d'ailleurs sur cette affaire de génocide que Boutros Boutros-Ghali, qui était à l'époque secrétaire général de l'ONU, a écrit textuellement, je le rapporte dans mon livre, le génocide est à 100% de la responsabilité de Kagame et des Américains qui étaient derrière lui. Alors voilà, là c'est là-dessus que je voudrais que vous insistiez. Terminé. Parce que moi je vous interromps. Parce que vous avez parlé des Anglais tout à l'heure, et moi j'aimerais bien que vous parliez des Américains. Est-ce que l'affaire de Rwanda ne se situe pas dans une affaire beaucoup plus large, bien sûr que si, qui a consisté tout simplement au remplacement des Français par les Anglo-Saxons dans un certain nombre de pays, et ces pays on peut les citer, c'est notamment le Zaïre qui est redevenu Congo avec la chute de Mobutu qui était plutôt proche des Français, oui, et puis également la chute du Rwanda. Est-ce que l'on peut véritablement penser à une action très volontaire des Américaines, des Américains dans cette région dont il faut rappeler qu'elle est extrêmement riche sur le plan économique. Alors, je ne suis pas. Alors, il est probable, c'est possible, voyez-vous, qu'il y ait la volonté d'éradiquer la langue française. Je crois très volontiers parce que c'est le cas. Kagame est anglophone. Oui, je sais bien. Alors que le Rwanda était francophone et catholique. Mais Kagame est anglophone et protestant. Oui, mais j'ai d'autres cas. Par exemple, même au Sénégal, qui est quand même une terre francophone de très longue date, j'ai rencontré en pleine brousse il y a 5-6 ans à peine, des jeunes Américains du Peace Corps, qui étaient ici pour prêcher la bonne parole, bien entendu, et qui s'adressaient donc à un Sénégalais en Wolof. Manque de chance, ce Sénégalais ne parlait pas le Wolof, il répond en français. Et l'Américain de lui dire en anglais, ah non, pas en français. Pas en français. Et ça, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui. Donc, il y a certainement cette volonté de remplacer le français par l'anglais. D'accord. Mais il y a aussi et surtout le fait que les lèvres occidentales du grand rift sur lequel nous sommes au Rwanda, c'est-à-dire ce grand effondrement géologique qui part de Djibouti et qui va jusqu'à Maputo, au moins un peu plus haut. La lèvre occidentale est très très riche. Ce sont les deux provinces du Kivu qui sont absolument richissimes. Et donc l'objectif économique était très très fort. Il fallait faire d'une pierre deux coups. Remplacer les Français et la langue française au Rwanda, et éventuellement au Burundi, et puis s'emparer de ces terres extrêmement riches. Et Kagame a été l'outil, tout simplement, des Américains. Alors vous avez écrit un second livre qui s'appelle La haine à nos trousses de Kigali à Paris, où vous racontez la suite, en quelque sorte, c'est-à-dire cette fois-ci la fuite des Hutus, poursuivis par l'armée de Kagame, en territoire zaïrois redevenu congolais à peu près à ce moment-là. C'est ça, oui. Et donc vous voyez bien que c'est une onde de choc qui consiste à chasser les Français de tout ce secteur-là. Oui, mais pas uniquement chasser les Français. Il faut aussi bien voir qu'il y a cette vieille haine ethnique entre les Tutsis et les Hutus. Les Tutsis, franchement, écoutez, j'ai été instructeur dans l'armée burundaise. Au Burundi, c'était au sud, juste au sud du Rwanda. Le Burundi était un pays, par exemple, là aussi, il y avait 85% de Hutus, mais c'était les Tutsis qui gouvernaient. Eh bien, je vous garantis que les relations humaines entre Hutus et Tutsis sont tout à fait étonnantes. Le Hutu baisse toujours les yeux face à un Tutsi. J'ai vu un ministre, parce qu'il y avait quand même un ministre Hutu otage, pour faire croire que la diversité ethnique était respectée. J'ai vu un ministre Hutu baisser les yeux devant un adjudant Tutsi. Lui parler sans le regarder. Tout simplement parce que l'autre était Ima, c'est-à-dire du clan royal. C'est étonnant, vous savez. Donc, il y a cette vieille haine que les Belges et même les missionnaires n'ont pas pu éradiquer. Quand les missionnaires sont arrivés, qu'ils ont commencé à évangéliser, les Hutus ont enfin compris que eux aussi sont des hommes. Alors qu'avant, ils n'étaient que des singes, quoi, pour les Tutsis. Et quant aux Tutsis, eh bien, quand ils se sont convertis, ils ont compris que, non, ils ne sont pas des anges descendus du ciel. C'est pas eux, Jésus-Christ.
Ils ont compris que eux aussi ne sont que des hommes. Vous savez, et ça c'est très long à entrer dans les têtes et dans les cœurs. Donc il y a cette vieille haine entre Nilo-Amétique et Bantou, entre Tutsi et Hutu, et qui s'est poursuivie, si vous voulez, de l'autre côté du rift, et qui continue aujourd'hui, Monsieur Van Est. Aujourd'hui, en 2000. Pardonnez-moi, mon général, quel est le chemin le plus long? C'est de se rendre compte qu'on n'est pas un ange et qu'on est un homme, ou d'avoir été... À mon avis, c'est plutôt le chemin le plus long, c'est de monter ou de descendre. À mon avis, le chemin le plus long, c'est de s'apercevoir qu'on n'est pas un ange, parce que celui de l'humilité est beaucoup plus difficile. Voilà. Excellente question. Mais si vous voulez, après 94. L'armée française est partie très rapidement, en août 94. Et des Hutus se réfugiaient de l'autre côté, au Zaïre, dans les deux Kivu. Et puis, sous prétexte de menées subversives de mouvements Hutus sur le territoire rwandais, eh bien, Kagame a envahi, quelque temps après, les deux Kivu. Et il y est toujours. Ainsi que les grandes compagnies, certaines grandes compagnies essentiellement américaines, mais aussi françaises, s'il vous plaît, parce qu'il faut pas oublier que quand il y a de l'argent à faire, une compagnie française ou américaine, c'est à peu près la même chose. D'où le rétablissement des relations diplomatiques par Sarkozy. Exactement. Voilà. Exactement. Mais dans ces deux territoires, ces deux Kivu, eh bien les massacres ont continué. Au début, c'était des Hutus venant du Rwanda, et puis ensuite, c'était tout simplement des Bantous, c'est-à-dire le même grand groupe humain que les Tutsis, que les majoritaires dans toute cette région. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, en 2008, la ministre française de la francophonie était de passage dans la région, puisqu'il y avait le sommet de la francophonie au Zaïre, la capitale du Zaïre. Et donc, elle est allée à Goma, sur la frontière rwandaise. Et là, je me souviens très bien, j'ai gardé le papier. Elle a dit, nous en sommes aujourd'hui à 8 millions de morts. Et ça continue, dans le silence le plus total. En quelle année elle a dit ça? En 2008. Oui. En 2008. Et moi, 8 millions? Oui. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'on est à 10 millions de morts. C'est effrayant. Parce que ça continue. Ça continue. Je reçois... Et oui, par Internet aujourd'hui, on peut avoir plein de choses. Je reçois des témoignages de cette région. Nous avons en France une diaspora rwandaise qui reçoit Eh bien, ces massacres continuent. Alors, je voudrais maintenant, si vous voulez, qu'on passe à la conclusion de cette émission. Vous avez chacun des trois évoqué ces faits. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses aux gens qui nous écoutent. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez pourquoi est-ce que, effectivement, ces faits sont aussi mal connus en France? Quelles sont les barrières qui se dressent entre ce que vous avez pu constater ou étudier et ce que les Français ont su? Qu'est-ce qui fait que l'information est ainsi déformée systématiquement? D'abord, peut-être que la principale raison, c'est que le métier de journaliste a disparu en France. Oui. Il n'y a plus de reporter. Quel est votre métier, Monsieur Carali? Je suis heureux. Enfin, je ne suis plus grand reporter, mais c'est mon métier. Vous êtes journaliste. Ma formation, c'est la philosophie. Oui. Ma passion, c'est la philosophie Très bonne politique. Oui, merci. C'est la mienne aussi, c'est pour ça que je le dis beaucoup. Ma langue et ma culture première, c'est l'espagnol. Et donc, c'est vrai que j'ai pu constater chez tous mes confrères, tous, un acharnement partisan, mais insupportable. Je me souviens de Daniel Trinquet, qui était une des grandes voix de France Culture, à l'époque où je suis revenu du Chili. À l'époque, quand il a su ça, il m'a dit, mais venez immédiatement, je convoque le président d'Amnesty International France, Monsieur Lambert, et vous, à France Culture. Le président d'Amnesty International a refusé de se déplacer. Il s'est converti depuis, il a quitté, il a démissionné, ainsi que d'autres. Et quand on a voulu enregistrer, Daniel Trinquet et moi, le récit de mon voyage, c'était quand même pas mal, 100% de ressuscités parmi les disparus du Chili. Nous avons été hués par tous les journalistes présents, debout dans le couloir. On n'a pas obtenu un résultat pareil. Et par les techniciens, hués. Il a fallu trouver un studio tranquille pour enregistrer. Donc, ce métier a disparu. Le métier qui consiste à voyager, à raconter ce qu'on a vu n'est plus possible. D'ailleurs, les hommes l'ont abandonné. Regardez le grand reportage aujourd'hui. C'est un métier de femme.
On les voit là, beaucoup plus courageuses que nous, les femmes, casque lourd, gilet pare-balles sur les terrains, et la télévision leur donne quoi? 3 phrases, beaucoup moins que vous, cher Christian, pour s'exprimer. Ça a disparu. Et même chez les écrivains. Vous voyez, autrefois, les grands reporters, c'était aussi des écrivains. Moi, c'est mon ambition, en tout cas. C'est de faire des vrais livres sur des choses vues, des choses entendues, de ressusciter ces gens. Le Lucien Boudard, par exemple. Comme ça. Oui, oui. Non, mais bon, même Graham Greene, c'est un reporter. Hemingway a peut-être une façon particulière de voir la guerre d'Espagne, mais il y apporte énormément. C'est une vision. Il faut aller sur place, il faut aimer les gens, et il faut surtout ne partir avec aucune idée partisane. Moi, je suis parti au Chili en tremblant de trouille de me retrouver en prison, parce que j'allais enquêter sur le régime du général Pinochet. Eh bien, j'ai été, comme mon voisin, dans cette émission, détrompé parce que j'ai vu et vécu sur place. Il faut simplement avoir le courage de la vérité. Et ce courage, on l'a pas pour un cas que nous n'avons pas évoqué ce soir, mais que vous connaissez bien, Christian Vanesse, qui est celui de la véritable histoire de la France et des Français au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Parce que ça, c'est une histoire qui dure 132 ans, contre laquelle on continue de déverser des torrents de haine, et notre probable prochain président de la République considère même qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité perpétué pendant toute cette période par la France en Afrique du Nord. Je suis en désaccord profond avec vous. Ah, je suis obligé de vous le dire là. Vous m'étonnez. Vous me choquez énormément. Je vous choque. Je ne pense pas du tout que cet individu sera notre président. Je pense que les Français auront un sursaut de bon sens. Dieu vous entende et les Français aussi. Lorsqu'un homme va dans un pays étranger pour salir son pays, il ne mérite évidemment pas. Il ne mérite évidemment pas de rentrer à l'Élysée. Et je dois vous dire que moralement, je considère que s'il y rentre, pour moi, il n'y sera pas. Ce qu'il a fait en Algérie est une honte. Ouais. C'est une honte parce que, vous savez, moi, lorsque j'étais parlementaire dans le Nord, il se trouve que dans ma circonscription, il y avait beaucoup de harkis. Ouais. Et notamment, j'avais un ami harki qui était président d'une mosquée. Et j'étais toujours très très bien reçu dans cette mosquée parce que cet homme était un ancien combattant. Il venait avec toutes ses médailles. Il était musulman, oui, mais profondément français. Profondément français. Et je peux vous dire que ces gens-là sont ulcérés. Ce sont des gens, par exemple, qui jamais ne célébreront un 19 mars. Jamais. Parce qu'ils considèrent que les morts d'après le 19 mars, les dizaines de milliers, peut-être les 150 000 harkis qui ont été massacrés après le 19 mars, sont une tâche indélébile sur notre drapeau et sur notre honneur. Et que par là même, les gens qui prétendent que le génocide, c'est nous qui l'avons commis, mais c'est une honte inexpiable, inexpiable. Ce type, en plus, est un ignare. Moi, il se trouve que pour défendre mon fameux amendement sur le rôle positif de la France outre-mer, j'avais bien étudié ces questions. Et que vraiment, l'œuvre médicale, l'œuvre sanitaire de la France sont extraordinaires. Notamment en Algérie, où on a éradiqué la malaria grâce à des travaux scientifiques, je pense à Lavran, prix Nobel de médecine, ou ça, à Constantine. Attendez, qu'est-ce qui le sait en France? Ça, on le dit pas, parce qu'on a toujours honte de dire du bien de notre pays. Et cet individu va à Alger dire que la France a commis un génocide, mais quelle honte! Quelle honte! Comment peut-on voter pour ça? Là, je suis en total désaccord. Ah, je suis bien content de vous avoir réveillé. Mais je pense qu'en fait, nous sommes profondément d'accord sur le fond des choses. Absolument. Allez-y. Absolument. Non, mais voilà, moi, je voulais simplement donner un cas de plus qui me semble rentrer dans l'objectif de cette seconde partie d'émission, c'est-à-dire de faire le tour des histoires interdites, d'histoires, non pas seulement des histoires déformées, mais des histoires interdites. Par exemple, moi, ce que j'ai trouvé en Amérique latine, personne n'a jamais voulu le reprendre dans la presse française. J'en ai fait des livres, ça n'est pas entièrement secret, ça n'intéresse pas les Français. Les Français sont très ignorants de tout ce qui se passe en dehors de leurs frontières. Je crois pas. Ils aiment pas. Ils aiment pas qu'on leur dise. Franchement, la légende de Pinochet mis au pouvoir par la CIA, c'est absolument scandaleux. Videla en Argentine,
Pinochet au Chili, et je pourrais vous citer bien d'autres cas, ont été remis au pouvoir par l'armée, leurs armées nationales, pour sauver ces pays du communisme. La CIA, bien entendu, n'a pas vu ça d'un mauvais œil. Quel mépris d'ailleurs, quel mépris entre Quel mépris, voilà. Pour des pays qu'on considère toujours comme des espèces de pays d'opérette, avec des militaires juste bons à faire des golpes, et comment dire, non, pas du tout. Ce sont des pays qui ont une vraie histoire. Par exemple, lorsqu'on étudie, vous l'avez fait, l'Amérique latine, on se rend compte par exemple des guerres qui ont opposé ces pays. Le Chili notamment est un pays qui a connu des guerres importantes avec ses voisins. Bien sûr. Le Paraguay a failli disparaître complètement en raison de la guerre qu'il a opposée à l'Argentine, à l'Uruguay et au Brésil. Il avait perdu, je pense, 4/5 de sa population. Oui. Bon, on les prend pour des pays d'opérette. Non, ce sont des pays qui ont une histoire souvent compliquée, mais qui leur permet d'avoir eux aussi une identité nationale forte et des réactions devant les événements. Les Chiliens ne réagissent pas comme les Péruviens, comme les Boliviens. Une histoire. Parce qu'ils ont leur histoire. Et le coup d'État, qui est fort bien expliqué par Philippe Chenet, c'est cela, parce que l'armée, elle n'a pas bougé tout de suite, hein. Elle a pris tout son temps, et d'ailleurs on va donner la parole à Philippe Chenet qui n'a pas parlé depuis quelque temps, pour lui aussi donner son avis sur la déformation de... Pour répondre à la question d'un auditeur, Pinochet était nommé commandant en chef de l'armée par Allende. Il était en tête de ce que vous appelez, je crois, le tableau d'avancement. C'était le troisième. Après, Schneider avait été... Schneider. Voilà. Ensuite Pratt. Ensuite Pratt. Ouais. Et ensuite Pinochet, qui était tenté de lui dans l'ordre d'avancement. Les Américains ne sont absolument pas intervenus. Et Pinochet n'était pas du tout un extrémiste, un fasciste, c'était un militaire de carrière qui était très attaché à son rôle. L'armée, il faut dire au Chili et dans les pays d'Amérique du Sud, je pense, est tout à fait intégré dans la nation, dans la population, et n'est pas comme en France où il n'est pas possible de voir un militaire en uniforme. Les derniers militaires en uniforme, militaires français en uniforme que j'ai rencontrés, c'était au Congrès à Washington. C'était 2 Saint-Syriens qui étaient partis en stage à West Point ou quelque chose comme ça. Donc, alors il y a simplement tout à fait différent. Il y a simplement un petit défaut, c'est que souvent les armées sud-américaines ont été formées par des Allemands à la fin du 19e siècle et entre les deux guerres. Donc ça n'a strictement rien à voir avec Hitler, mais évidemment ils ont quelquefois les casques à pointe et le pas de loi, tout simplement parce qu'ils ont été formés par les militaires du début du 20e siècle allemand. Voilà. C'était un Allemand qui avait fait les costumes pour Hitler, c'était Hugo Boss, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Là. Bon. Enfin, il faut peut-être ajouter, pour être juste, que toutes les constitutions latino-américaines sont inspirées du positivisme d'Auguste Comte et des grands textes français qui sont vénérés. Mais attendez, sur le drapeau du Brésil, Ordine Progresso. C'est la devise d'Auguste Comte. Il paraît même que la maison d'Auguste Comte en France est entretenue par le Brésil. Tout au moins, j'ai lu ça. Oui, il y a une grande admiration. Vrai, mais en tout cas, il y a une admiration pour la France. Quand vous regardez la bibliothèque d'un universitaire latino-américain, c'est à 90% des ouvrages français. On va peut-être laisser Stanislas faire quelques annonces. Il y en a une qui est assez plaisante. Je rappelle aux auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française, dirigé par Christian Van Est aujourd'hui. Alors, le message d'une auditrice: comment se fait-il que le général Tauzin n'ait pas eu ses 500 signatures quand on voit la nullité de la moitié des candidats que nous avons vus hier pendant le débat? Donc, elle fait allusion au débat télévisé. Il faut répondre, hein. Ah oui, bien sûr, vous allez répondre. Je continue le message d'une autre auditrice de Radio Courtoisie. Quand je travaillais à l'ONU, les diplomates disaient toujours, je cite, on veut une Afrique sans Africains. Fin de citation. Il faut supprimer les Français et les remplacer par des Anglo-Saxons. Les Américains ont une vue à très long terme, contrairement aux Français. C'est une lutte contre les Français catholiques romains par les protestants et leurs finances. Et alors un message d'un auditeur qui s'adresse à vous, général Tauzin. Mon général, je vous conseille de consulter Bernard Lugan, qui a été au tribunal pénal international concernant le Rwanda, où il a défendu l'armée française. Et enfin, le message d'un auditeur à Tasma, qui a fait un film télévisuel contre l'armée française en culpabilisant l'armée qui aurait assassiné le président de l'Ouganda. L'Ouganda. Oui, de l'Ouganda, voilà. Après l'épuration
turquoise. L'opération turquoise. L'opération turquoise, pardon. Non, il y a eu un président ougandais assassiné, mais c'était en 86. Avant l'affaire du caca de Rwanda. Alors, on va peut-être laisser le mot de la fin. Et le message d'un auditeur, je me permets juste. Allez-y, je vous en prie, que les Stanislas. intervenants surveillent leurs propos qui pourraient être insultants pour le futur président de la République. Je crois que c'est une petite pique qu'on... Contre qui? Vous contre Macron. Voilà. Oui, pour l'instant, il n'est pas président, donc on peut dire ce qu'on veut. et même après, on se privera pas. Voilà. Parce que quand on insulte la France, on n'est pas président. Voilà. Quand Sarkozy, on laisse insulter les soldats. Il reste une minute et que j'aurais voulu vous donner la parole à tous les trois, ça va être dur. En tout cas, je tiens à vous remercier. Peut-être laisser la parole de la fin au général Tauzin qui a une réponse à faire, plus précise. J'espère que personne n'est frustré. Je pense que vous avez pu délivrer votre message. En tout cas, vous avez appris beaucoup de choses. Alors, général Tauzin. Très rapidement sur cette affaire de parrainage pour la candidature. En décembre, j'avais 75 parrainages assurés. En janvier, quand j'ai commencé à les chercher plus activement, c'est monté très vite parce que ça répondait bien. Fin janvier, j'estimais que j'arriverais donc en fin de tableau, c'est-à-dire le 17 mars, à 200-250. Commence les déboires de Monsieur Fillon. Il y a une embellie pour moi. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Non, bien sûr. Une embellie pour moi. Des députés, des sénateurs ont commencé à m'appeler moi-même. Et deux d'entre eux m'ont dit, je vous trouve 50 parrainages dans mon département. J'avais fait 3 passages en Bretagne, par exemple, et j'étais assuré d'avoir une 50aine de parrainages. Et puis donc à ce moment-là, vers le 15 février, je me dis, mais tu vas dépasser les 400 parrainages. Un coup de pouce de la Providence, tu arrives aux 500. Et à partir de là, tout s'est cassé la figure et je me retrouve avec 84. Alors, encore ? Non, il faut que j'arrête, donc j'expliquerai pas pourquoi. Écoutez, notre émission. En tout cas, vous voyez que vous aviez des soutiens en réserve en quelque sorte. Ah oui, mais c'est dommage. Ils viennent de s'exprimer. Alors malheureusement, ça, je peux vous dire que ça vaut le coup. Malheureusement, l'émission se termine. Je tiens vraiment à vous remercier, Général Tauzin, Philippe Chenet, Hugues Kerali. Encore une fois, vous avez apporté beaucoup d'informations à ceux qui nous écoutent et cette émission a été extrêmement riche. Cela dit, ça n'est qu'une étape. Un grand merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé par Christian Vanesse, assisté de Stanislas, diffusé en direct mercredi 5 avril 2017 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 6 avril 2017 dans la matinée de 7h30 à 10h30, vendredi 7 avril dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce livre journal a été réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci beaucoup Stanislas. Cette émission, chers auditeurs, sera rediffusée demain à partir de 7h30. Restez bien à l'écoute de notre antenne. Dans quelques instants, le programme de votre soirée, suivi de la rediffusion, la dernière du bulletin de réinformation de ce matin. Notre antenne, c'est Radio Courtoisie. Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit à Radio Courtoisie. À 21h30, le libre journal des idées politiques dirigé par Henri Delesquin, assisté d'Anne-Laure Malher, document d'archives de Radio Courtoisie du 14 avril 2005. Invité Christophe Beaumont, journaliste Philippe Nemo, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, écrivain. L'Occident, est-ce une illusion ou la réalité ? À 23h, les nuits musicales, le chant religieux polyphonique avec de la musique mexicaine.
À minuit, le libre journal de l'engagement dirigé par Joël Bechler. Invité Henri Joyeux, professeur de chirurgie et cancérologie à l'Université de Montpellier. Christine Boguet-Joyeux, nutritionniste, auteur. Thierry Fournier, chef d'établissement à Hier les Palmiers. Santé, famille, école. À 2h, le libre journal des lycéens, dirigé par Pierre Navarre, document d'archives de Radio Courtoisie du 15 mars 2008. Invité Stéphane Giocanti, historien, vie et mort de Mishima, le dernier samouraï. À 3h30, le libre journal de la vie française, dirigé par Laurent Poultier du Ménil, assisté de Philippe Dété du 4 avril 2017. Invité Laurent André, chef exécutif de l'Intercontinental Paris-le-Grand, Prince Alexandre Troubetskoy, consultant pour la Russie, Irina Dubois, responsable du dialogue franco-russe. La minute gourmande, France-Russie, vers où allons-nous ? À 6h, les livres du jour chroniques de la vie parisienne de Jean-Paul Chériguez de Olmeta. Invité Gabriel Matzneff, écrivain. Quelques mots d'actualité et quelques mots avec un écrivain. À 7h30, l'émission que vous venez d'entendre, le libre journal de la résistance française, dirigé par Christian Van Est, assisté de Stanislas. Invité Hugues Kerali, écrivain, journaliste, essayiste. Dimitri Casali, historien. Philippe Chenet, auteur. Didier Tauzin, général, auteur. Jean-François Chemin, professeur d'histoire. François Bousquet, philosophe, auteur, essayiste, journaliste. L'histoire buissonnière, l'histoire interdite. Et dans quelques instants, le bulletin de réinformation de ce matin. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, en DAB+, et sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord, par satellite, sur Canalsat et TNT-Sat, et pour le monde entier, par Internet sur radiocourtoisie.fr. Votre antenne, c'est Radio Courtoisie. Bonsoir et merci d'être à l'écoute de Radio Courtoisie. Ce soir, exceptionnellement, un document d'archives de Radio Courtoisie, le libre journal des idées politiques dirigé par Henri Delesquin, assisté d'Anne-Laure Mahler du 14 avril 2005. L'Occident, est-ce une illusion ou la réalité ? Voici tout de suite la dernière rediffusion du bulletin de réinformation.